Je suis Jacques Moreau, 74 ans, et je souffre encore des blessures infligées par mes propres enfants. En tant qu'ancien superviseur des postes à la retraite, ayant travaillé 43 ans pour l'État, je pensais avoir mérité le respect et la dignité pour mes vieux jours. Mais 2 semaines après l'enterrement de Béatrice, ils se sont invités à ce qu'ils ont appelé une réunion de famille. Entre mon café intact et leurs discours répétés, mon fils Damien s'est penché en avant, sa femme Juliette hochant la tête à côté de lui. « Tu sais, papa, tu as de la chance que nous nous soucions assez de toi pour t'aider. La fierté, c'est bien beau, mais c'est le pragmatisme qui paie les factures. » J'ai simplement reposé ma tasse et écouté. Cette nuit-là, j'ai ouvert le dossier secret de Béatrice et j'ai appelé l'avocat pour activer le plan Portugal. Avant de continuer cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Aimez et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui sous-estimaient votre valeur. Grandir à Marseille signifiait survivre pour ma génération. Mais à l'intérieur de notre modeste appartement à la Joliette, avec son petit balcon et le jardin soigneusement entretenu de Béatrice sur la terrasse, se trouvait une forteresse d'amour et de planification que je croyais que mes enfants comprenaient. Ma cuisine, peinte en jaune pâle à l'insistance de Béatrice, malgré ma préférence pour le blanc, est devenue le champ de bataille où ils ont tenté de mettre mon indépendance aux enchères. Le téléphone avait sonné à 6 heures ce matin-là, la voix de Damien portant cette impatience contenue que je connaissais depuis qu'il était adolescent et demandait de l'argent pour l'essence. Seulement maintenant, à 42 ans, il ne demandait plus. « Nous avons trouvé un acheteur, papa, cet appartement est trop grand pour toi seul. » Ils avaient déjà calculé ma vie dans des tableurs, mesuré ma valeur en mètres carrés, décidé qu'un homme d'origine algérienne de mon âge ne pouvait pas gérer ses propres affaires. Ils supposaient que je portais des dettes comme tant de nos voisins, supposaient que les frais médicaux de Béatrice nous avaient ruinés. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Béatrice Moreau avait plusieurs longueurs d'avance sur eux depuis des années et qu'elle avait appris à son mari à jouer aux échecs pendant qu'eux apprenaient encore les dames. « Damien, dis-je, gardant un ton égal, tu planifies cela depuis un moment. »« Ça s'appelle être responsable, » répliqua-t-il. « Nous ne pouvons pas rester assis jusqu'à ce que quelque chose t'arrive. » Je laissai la phrase suspendue, laide et brute. « Jusqu'à ce que quelque chose t'arrive. » « Merci de ton inquiétude, » dis-je, ma voix aussi plate que la lumière du matin sur le comptoir de la cuisine. « J'y réfléchirai. »« Papa, mais... » Je terminai l'appel avant qu'il ne puisse me vendre ma propre vie en point clé. 1 heure plus tard, la BMW argentée de Juliette se gara dans mon allée, avec la précision d'un instrument chirurgical. Elle sortit en portant un portfolio en cuir qui coûtait probablement plus que ma facture d'épicerie mensuelle, ses cheveux blonds tirés en arrière, dans ce que Béatrice appelait un chignon de conseil d'administration. Tout chez Juliette criait l'efficacité de son pantalon repassé à son sourire étudié, qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Jacques, » dit-elle, entrant sans attendre d'invitation. « J'espère que Damien ne t'a pas contrarié tout à l'heure. Tu sais comment il devient quand il s'inquiète. » Elle étala des papiers sur ma table de cuisine comme un général planifiant un siège. Documents juridiques, projections financières, dessins architecturaux. Le plan de l'appartement au sous-sol était rendu en pastel joyeux qui ne pouvait dissimuler ce qu'il était vraiment, une cellule avec kitchenette. « Nous avons conçu ton espace, » dit-elle, pointant les dessins d'un doigt manucuré. « Salle de bain complète, entrée séparée, même un petit coin salon. Tu aurais une intimité totale tout en restant proche de la famille. » Intimité. Le mot avait un goût de sou de cuivre dans ma bouche. « C'est vraiment très généreux, » continua-t-elle, sa voix prenant ce ton particulier que les gens comme elle utilisent quand ils sont sur le point de te dire ce qui est bon pour toi. La plupart des gens de ton âge, surtout dans tes circonstances, seraient reconnaissants pour ce genre d'arrangement. Tes circonstances, pas nos circonstances, les miennes. Comme si être un homme de 74 ans d'origine algérienne faisait automatiquement de moi un cas social. « L'analyse du marché montre que ton appartement vaut plus que tu ne pourrais imaginer, » dit-elle, glissant un autre document vers moi. « Nous pourrions couvrir les frais d'entrepreneur pour la rénovation du sous-sol et avoir encore largement assez pour l'éducation de Zoé. »
C'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Gagnant-gagnant. Encore cette phrase qui signifiait que tout le monde gagne, sauf la personne contre qui on gagne. Et Damien a mentionné la situation du prêt, ajouta-t-elle délicatement. Nous comprenons que tu pourrais être en retard sur les paiements. Il n'y a aucune honte à cela. Les factures médicales peuvent dévaster même les planificateurs les plus prudents. Avant que je puisse corriger son hypothèse, la Clio de ma fille Catherine se gara derrière la BMW de Juliette. Catherine sortit, l'air de préférer être n'importe où ailleurs, son uniforme d'infirmière froissé après une double garde. À 40 ans, elle se tenait avec la dignité fatiguée d'une mère célibataire qui avait appris à mener chaque bataille 2 fois. « Bonjour papa », dit-elle, embrassant ma joue. Son étreinte semblait s'excuser, comme si elle était déjà désolée pour ce qui allait venir. « Catherine, » dit Juliette avec entrain, « timing parfait. Je montrais justement les plans du sous-sol à ton père. » Catherine jeta un coup d'œil au papier, puis à moi. « Papa, tu sais que je pense que ça pourrait être... Je veux dire, ça pourrait être bien pour toi, avoir la famille près de toi. » Mais sa voix ne portait aucune conviction, et je pouvais voir le conflit dans ses yeux. C'était ma fille qui avait travaillé 2 emplois pour passer ses études d'infirmière, qui ne m'avait jamais demandé un centime qu'elle ne pouvait pas rembourser. Maintenant, elle se tenait dans ma cuisine, enrôlée dans la campagne de quelqu'un d'autre. Nous en avons tous discuté, poursuivit Juliette avec aisance, en famille. Nous pensons que c'est la solution la plus pratique pour toutes les personnes concernées. Le mot me frappa comme un coup physique. Famille. Comme si les 3 avaient tenu une réunion de conseil d'administration sur ma vie et m'avaient voté hors de l'île de ma propre indépendance. Je regardais Catherine, la regardais vraiment. Les cernes sous ses yeux, la façon dont elle tenait ses épaules, comme si elle portait un poids invisible. « Quand cette réunion a-t-elle eu lieu ?» demandai-je doucement. Elle ne put soutenir mon regard. « La semaine dernière, chez Damien. Nous sommes juste inquiets pour toi, papa. Vivre ici seul. » La semaine dernière, alors que je trouvais encore les lunettes de lecture de Béatrice sur des tables au hasard et entendais sa voix dans des pièces vides, il planifiait mon avenir autour de la table à manger de quelqu'un d'autre. « Nous savons ce qui est le mieux pour les personnes de ton âge, » dit Juliette, son sourire devenant plus fixe. « Les statistiques sur les hommes âgés vivant seuls sont assez sobres. Les personnes de ton âge. » Pas toi spécifiquement, Jacques Moreau, qui avait dirigé un établissement postal avec 200 employés et n'avait jamais manqué un jour de travail en 43 ans. Juste les personnes de ton âge, une démographie à gérer et à reloger. La réalisation me frappa avec une clarté cristalline. Il ne s'agissait pas de mon bien-être. Il s'agissait de liquider un actif qui portait mon nom par hasard, et Béatrice, que son âme repose en paix, l'avait vu venir bien avant moi. Après leur départ, je suis resté dans le couloir pendant longtemps. La lumière de la fin de matinée traversait obliquement les fenêtres avant, captant la poussière sur la console. Les lunettes de lecture de Béatrice y étaient encore, soigneusement pliées sur un livre de poche qu'elle ne terminerait jamais. J'ai tendu la main pour les toucher, puis me suis arrêté. Les toucher semblait être une étape que je n'étais pas prêt à franchir. Mes pieds me portèrent, sans réfléchir, vers son bureau. La pièce sentait l'huile de citron et la trace subtile de son parfum, quelque chose de floral et discret qui s'accrochait au rideau. Son bureau était exactement comme elle l'avait laissé, un stylo posé en diagonale sur un bloc-notes jaune, le coin d'une enveloppe dépassant sous une pile de papier. Je me suis assis sur sa chaise. Le cuir était usé aux endroits où ses coudes s'étaient reposés. Pour la première fois en 2 semaines, mes épaules se détendirent. Il y avait un tiroir en bas à gauche, raide après des années à coincer. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient les couches habituelles de la vie. Vieille déclaration d'impôts, manuel d'appareil, carte de vœux des petits-enfants. En dessous, mes doigts ont trouvé le bord d'un dossier bleu pâle. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air. Le papier à l'intérieur se déplaçait avec un léger murmure, comme s'il savait qu'il m'avait attendu. Je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Je l'ai posé sur le bureau et j'ai posé ma paume sur la couverture. Une note adhésive jaune était attachée à l'avant. L'écriture de Béatrice en lettres majuscules soignées. Quand ils te tourneront autour comme des vautours, utilise ceci.
Je restais assis là, la lumière de fin de matinée réchauffant le côté de mon visage, et pour la première fois depuis les funérailles, je ressentis quelque chose d'autre que la perte. Ce n'était pas encore l'espoir, mais une direction. Quand j'ai finalement ouvert le dossier, la première chose que j'ai vue était une pile de relevés financiers, des comptes bancaires que je ne reconnaissais pas. Pas les comptes joints que nous avions depuis des décennies, mais des comptes individuels, tous au nom de Béatrice. L'un provenait d'une petite caisse d'épargne dans un autre département, un autre d'une banque en ligne dont je ne l'avais jamais entendu parler. Chacun contenait des sommes modestes, 8 400 ici, 12 200 là. Pas des fortunes, mais assez pour me faire me demander pourquoi ils avaient été tenus séparés. Sous les relevés se trouvaient des documents immobiliers. Mon souffle s'est coupé quand j'ai vu le premier, un acte de propriété pour une villa dans la région de l'Algarve au Portugal, acheté il y a 10 ans. Le nom du propriétaire, Béatrice Marie Moreau. Aucune mention de moi. Je suis passé à la page suivante. Une lettre d'un cabinet d'avocats à Lisbonne, datée du printemps dernier, confirmant la valeur actuelle de la propriété et proposant de gérer un contrat de location. Béatrice avait refusé dans une note manuscrite au bas « Pas encore, gardez privé. » Privé. Le mot était là comme un secret qu'elle avait gardé même de moi. Il y avait d'autres documents. Des polices d'assurance vie que je n'avais jamais signées, toutes nommant des bénéficiaires auxquels je m'attendais, Damien et Catherine. Mais l'une a attiré mon attention, une police plus récente, beaucoup plus petite, avec un seul bénéficiaire inscrit, Zoé Moreau. Aucune mention de ses parents. Je me suis adossé à la chaise de Béatrice. L'odeur de citron dans le bois semblait plus forte maintenant, se mêlant au goût métallique qui s'était élevé dans ma bouche. Béatrice avait toujours été délibérée. Elle n'oubliait pas les choses. Si elle m'avait caché cela, ce n'était pas un oubli, c'était une stratégie. J'ai pris une plus petite enveloppe glissée à l'arrière du dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre datée d'il y a 2 ans, écrite dans l'écriture cursive de Béatrice. « Jacques, si tu as trouvé ceci, je suis parti. Et si j'ai raison, les appels ont déjà commencé. Ils te tourneront autour, non pas parce qu'ils ont besoin de toi, mais parce qu'ils veulent ce que tu as construit. Je les ai observés pendant des années. Petits commentaires, questions sur l'argent, la façon dont ils comptent ce qui n'est pas encore à eux. Tu leur as toujours accordé le bénéfice du doute. J'ai cessé de le faire il y a longtemps. L'appartement est à toi. Il reste à toi. Je l'ai remboursé pour que tu n'aies jamais à leur rendre des comptes. Mais je savais aussi qu'ils essaieraient de te faire croire que tu ne pourrais pas te débrouiller seul. C'est pourquoi il y a un second plan. La villa au Portugal est pour toi, mais pas encore sur papier. Tu trouveras des instructions à l'arrière. Suis-les si tu as besoin de disparaître un moment. Parfois, la seule façon de gagner est de ne pas jouer à leur jeu. Ne laisse pas nos enfants confondre ta gentillesse avec de la faiblesse, Jacques. Et ne les laisse pas confondre leur héritage avec un droit. Ils apprendront la différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont mérité. La voix de Béatrice était dans ma tête pendant que je lisais. Calme, égale, pas en colère mais sûre. Je me suis tourné vers la poche arrière du dossier. Il y avait une page tapée avec les contacts du cabinet d'avocats de Lisbonne, une gardienne locale nommée Ana Ferreira et une clé scotchée au papier. À côté de la clé, il y avait une note de la main de Béatrice. « Fais confiance à Anna, elle me doit la vie. Longue histoire. » J'ai laissé le papier tomber sur le bureau. Mon pouls était régulier, mais mon esprit s'emballait. Béatrice avait vu ce jour arriver avant même que je n'aie remarqué les nuages d'orage qui se rassemblaient. Elle avait observé nos enfants calculer notre valeur, pendant que j'étais fier de leur succès. Aveugle au fait qu'ils avaient commencé à nous voir comme des actifs plutôt que comme des parents. Pour le reste de l'après-midi, j'ai parcouru l'appartement comme un homme marchant dans 2 chronologies à la fois. Chaque objet que je passais, la photo encadrée de Damien à sa remise de diplôme universitaire, le vase en céramique de Juliette de leur mariage, le diplôme d'infirmière de Catherine, le dessin au crayon de Zoé de notre jardin sur la terrasse, semblait maintenant comme une preuve dans une affaire que je ne savais pas que je construisais. Dans la cuisine, je me suis retrouvé à regarder le porte-épices que Béatrice avait arrangé par auteur, pas par ordre alphabétique. Elle avait toujours dit que ça avait meilleure allure comme ça, mais maintenant je me demandais combien de petits choix délibérés elle avait fait que je n'avais jamais remis en question.
Je me suis versé un verre d'eau et me suis tenu devant l'évier, regardant la lumière de fin d'après-midi dorer la terrasse. Je me suis souvenu de la dernière conversation que Béatrice et moi avions eue au sujet des enfants avant qu'elle ne tombe malade. « Ils t'aiment », avais-je dit, irrité qu'elle ait été distante avec Damien lors de sa dernière visite. « Ils aiment la version de moi qui les aide », avait-elle répondu. « La version qui dit oui. » Je l'avais rejetée à l'époque comme l'une de ses humeurs plus sombres. Maintenant, cela se rejouait dans mon esprit comme un avertissement que j'avais ignoré. Ce soir-là, Damien a appelé à nouveau. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. « Papa, réfléchis juste à ce que j'ai dit. Nous pouvons te faciliter les choses. Ne rends pas cela plus difficile que nécessaire. » Facile pour lui, peut-être. Juliette a envoyé un texto 1 heure plus tard. « Nous passerons samedi pour parler. J'amènerai Zoé. Ce sera bien de te voir. » La formulation ne m'a pas échappé. J'amènerai Zoé. Comme si j'étais l'invité, pas l'hôte. J'ai posé le téléphone face contre table et suis retourné au bureau de Béatrice. Le dossier était toujours sur le bureau. Je l'ai ouvert à nouveau, étudiant cette fois la police d'assurance nommant Zoé. La date était de l'année dernière, bien après le diagnostic de Béatrice. Elle avait fait un choix. Alors que la nuit s'installait sur l'appartement, j'ai allumé la lampe du bureau. La chaude flaque de lumière captait le bord d'une photographie glissée à l'arrière du dossier. C'étaient Béatrice et Zoé sur la terrasse, toutes deux portant des chapeaux de paille, leurs mains sales d'avoir planté des herbes. Le bras de Béatrice entourait Zoé, son sourire large et sans réserve. Au dos, Béatrice avait écrit « Apprends-lui à garder ce qui compte ». Je suis resté longtemps avec cette photographie. La pièce était silencieuse, sauf pour le tic-tac de la vieille horloge au mur, celle que Béatrice insistait pour que nous gardions même quand elle retardait. J'ai pensé à appeler Zoé, à tout lui dire. Mais la note de Béatrice disait « Si tu as besoin de disparaître », pas « Si tu as besoin d'expliquer ». Ce n'était pas le moment de montrer mes cartes, pas encore. Près de minuit, j'ai verrouillé la porte du bureau pour la première fois depuis des années. Le dossier est allé dans le tiroir du bas de mon bureau, pas celui de Béatrice. La clé de la villa est allée dans le petit coffre-fort derrière la bibliothèque, celui que personne, sauf Béatrice et moi, ne connaissait. Je suis resté là un moment, la main posée sur l'étagère, écoutant l'appartement silencieux. Quelque part dans l'obscurité, je pouvais presque entendre la voix de Béatrice. « Tu n'as pas à te battre comme ils s'y attendent. » Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. J'ai fait du café, l'ai bu cette fois, et me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc de papier. J'ai écrit 2 colonnes, ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. La première liste était courte, la seconde était plus longue que je ne m'y attendais. Quand le soleil a finalement percé au-dessus de la terrasse, j'ai regardé le citronnier et pensé au Portugal, à Ana Ferreira, qui qu'elle soit, à disparaître non par peur, mais selon mes conditions. Pour la première fois depuis les funérailles de Béatrice, j'ai ressenti quelque chose de tranchant sous le chagrin, pas vraiment de la colère, mais de la détermination. Il pensait que j'étais un vieil homme debout au bord d'une falaise, attendant d'être poussé. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà construit un pont. Samedi est arrivé avec un pâle soleil d'hiver, mince et réticent. J'étais debout depuis 6 heures, marchant sur les chemins de la terrasse dans mon manteau, sentant le craquement du gel sous mes bottes. Mais d'abord, il y avait un appel que je devais passer. J'ai pris le téléphone et composé le numéro de Lisbonne que Béatrice m'avait laissé. La tonalité internationale ressemblait à un battement de cœur dans une langue étrangère. Quand la ligne a cliqué, une voix de femme a répondu avec un léger accent portugais. « Hola, Ana Ferreira ?» ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne me sentais. « Sim, c'est Ana. Qui appelle, s'il vous plaît ?»« Je m'appelle Jacques Moreau. Béatrice Moreau était ma femme. Elle m'a dit de vous appeler quand les loups viendraient. » Il y eut une pause à l'autre bout, puis une inspiration brusque. « Ah, monsieur Moreau. »« Oui, oui. Béatrice m'avait dit que vous appelleriez quand ils viendraient pour vous. Les loups, comme elle les appelait. Vos enfants, n'est-ce pas ?»« Oui, dis-je, surpris par la facilité avec laquelle le mot sortait. « J'attendais, dit Ana, son français accentué mais précis. Votre Béatrice, c'était une femme très intelligente. Elle savait que ce jour viendrait. Elle a tout préparé. « Ana, dis-je,
Béatrice a mentionné que vous lui deviez la vie. Pouvez-vous m'en parler? Une longue pause, puis la voix d'Anna, plus douce maintenant. Votre femme, elle a sauvé ma famille. C'était il y a 15 ans. Mon mari, c'était un homme bien, mais pas doué avec les papiers. Les papiers d'immigration, très compliqués. Nous avions un avocat, mais ce n'était pas un homme honnête. Il a pris notre argent, n'a rien fait. Nous allions être renvoyés au Portugal, mes enfants aussi, même s'ils étaient nés ici en France. Je pouvais entendre l'émotion dans sa voix alors qu'elle continuait. Béatrice, elle travaillait au centre communautaire à l'époque, aidant les immigrants avec des cours de français. Quand elle a entendu notre histoire, elle est devenue comme une lionne, monsieur Moreau. Elle nous a trouvé un nouvel avocat, un bon avocat. Elle s'est assise avec nous à chaque réunion, s'est assurée que nous comprenions tout. Elle a même payé les honoraires de l'avocat quand nous ne le pouvions pas. Ça ressemble à Béatrice, dis-je, la gorge serrée. Mais ce n'est pas tout, continua Anna. Quand le juge d'immigration se montrait difficile, votre Béatrice, elle a écrit des lettres, elle a appelé des gens. Elle s'est battue pour nous comme si nous étions sa propre famille. Grâce à elle, mes enfants ont pu rester en France, ont pu aller à l'université. Ma fille, elle est médecin maintenant. Mon fils, il est professeur. Tout cela grâce à votre Béatrice. J'ai fermé les yeux, voyant Béatrice dans mon esprit, féroce et protectrice, se battant pour des gens qu'elle connaissait à peine parce que c'était la bonne chose à faire. Alors, quand elle est venue me voir il y a 2 ans, dit Anna, quand elle était malade mais planifiait encore, protégeait encore, je lui ai dit, quoi que vous ayez besoin, Anna le fera. Elle m'a demandé de veiller sur la maison au Portugal, de la garder prête. Elle a dit qu'un jour son Jacques aurait besoin d'un endroit où les loups ne pourraient pas le suivre. La maison est prête? Ai-je demandé. Sempre, dit Anna. Toujours. Je la vérifie chaque mois. Drap frais, tout propre. Les papiers, ils sont chez l'avocat à Lisbonne, attendant votre signature. Votre Béatrice, elle a tout organisé pour que vous puissiez disparaître, monsieur Moreau, pour que vous puissiez avoir la paix. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine, un poids que je n'avais pas réalisé porter commençant à se soulever. Anna, dis-je, je pense qu'il est peut-être temps. Sim, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. J'appellerai Lisbonne aujourd'hui. Les papiers seront prêts quand vous arriverez. Et monsieur Moreau, oui, votre Béatrice, elle avait raison au sujet des loups, mais elle avait aussi raison à votre sujet. Vous êtes plus fort qu'il ne le pense. Après avoir raccroché, je me suis tenu dans le bureau de Béatrice, regardant la terrasse que nous avions construite ensemble. Le citronnier avait besoin d'être taillé, mais quelqu'un d'autre devrait le faire maintenant. J'avais un avion à prendre. Pour la première fois depuis les funérailles, j'ai senti que je pouvais respirer. Le lendemain matin, je n'ai pas attendu que Damien et Juliette se présentent avec leur tableur et leur plan de sous-sol. J'avais mon propre rendez-vous à respecter. Le cabinet de Pierre Lefebvre se trouvait dans un immeuble en pierre restaurée du centre-ville, le genre d'endroit qui murmure la compétence sans la crier. J'avais trouvé son nom dans le carnet d'adresse de Béatrice, écrit de son écriture soignée à côté d'une note qui disait « Fais confiance au processus, pas à la performance ». Sa réceptionniste, une femme noire d'âge moyen aux yeux bienveillants, m'a proposé du café et de l'eau. J'ai pris les 2 par respect pour le rituel. Quand Pierre est sorti, il était plus jeune que je ne m'y attendais. Peut-être 50 ans, avec le calme d'un homme qui avait appris que la plupart des problèmes juridiques étaient en réalité des problèmes humains déguisés. « Monsieur Moreau, dit-il en me tendant la main, je suis désolé pour votre perte. Béatrice était une femme remarquable. Vous la connaissiez? Elle m'a consulté pour la planification successorale il y a 3 ans. Très minutieuse, très déterminée. Elle a dit qu'elle se préparait à une guerre qui n'avait pas encore commencé. Nous nous sommes assis dans sa salle de conférence et j'ai placé le dossier bleu de Béatrice sur la table entre nous. Je crois que la guerre a commencé, dis-je. Pierre a ouvert le dossier méthodiquement, son expression devenant plus intéressée avec chaque document. Quand il a atteint l'acte de propriété, il s'est arrêté et m'a regardé. Elle a transféré toute la propriété à votre nom exclusif il y a 2 ans, dit-il. Acte de cession sans réserve, dûment enregistré, sans charge. Vos enfants n'ont aucun droit légal sur cette propriété. Je ne savais pas, dis-je. Elle vous protégeait, dit simplement Pierre.
Béatrice m'a parlé des attentes financières de votre famille. Elle m'a également parlé de vos expériences avec la discrimination au logement quand vous étiez plus jeune. Les souvenirs revinrent en flot. 1975, essayant d'acheter notre premier appartement, se voir montrer des propriétés dans des quartiers plus adaptés, voir des demandes de prêt mystérieusement retardées ou refusées. Béatrice avait été celle qui avait recherché les lois sur le logement équitable, qui avait documenté chaque pratique discriminatoire, qui s'était battue jusqu'à ce que nous obtenions l'appartement que nous voulions dans le quartier où nous prévoyions d'élever nos enfants. Elle a appris le système pour pouvoir le battre, continua Pierre, et elle vous a assez bien enseigné pour m'aider à le battre maintenant. Il sortit un bloc-notes juridique et commença à écrire. Voici ce que nous allons faire. D'abord, des lettres de mise en demeure à tous les agents immobiliers que vos enfants ont contactés. Ils n'ont aucune autorité pour inscrire ou vendre votre propriété, et continuer à le faire constitue une ingérence délictuelle. Ils ont trouvé un acheteur, dis-je. Ils ont trouvé une déception, répondit sèchement Pierre. Deuxièmement, nous allons déposer un avis formel auprès du bureau d'enregistrement du département, indiquant que vous êtes le seul propriétaire du bien et que toute tentative de le vendre ou de le grever sans votre consentement écrit explicite est frauduleuse. Je l'ai regardé travailler, son stylo bougeant avec la précision d'un chirurgien. Il y a autre chose, dis-je, et lui parlais de la menace de curatelle. L'expression de Pierre se durcit. C'est une accusation grave à porter sans preuve. Les curatelles sont destinées à protéger les adultes vulnérables, pas les adultes pratiques. Avez-vous une déficience cognitive, monsieur Moreau? Aucune. Un historique d'irresponsabilité financière? 43 ans d'emploi par l'État, crédit parfait, pas de faillite ni de dette majeure. Des conditions médicales documentées qui affecteraient votre jugement? Hypertension contrôlée par médicaments, c'est tout. Pierre prit plus de notes. Alors toute requête de curatelle serait frivole et constituerait potentiellement du harcèlement. Nous préparerons une réponse documentant votre compétence et les motivations financières de vos enfants. Il me regarda, son expression sérieuse. Monsieur Moreau, j'ai vu ce schéma auparavant. Des enfants adultes qui considèrent les actifs de leurs parents comme leur héritage, qui confondent la gentillesse de leurs parents avec l'incapacité. C'est plus courant que vous ne le pensez, et cela a souvent des sous-entendus culturels. Comment ça? L'hypothèse que les Français plus âgés d'origine algérienne ne peuvent pas gérer leurs propres affaires, qu'ils ont besoin que leurs enfants plus sophistiqués prennent des décisions pour eux. Je l'ai vu dans les mariages mixtes en particulier, où le conjoint se sent autorisé à prendre des décisions concernant les biens familiaux. Les mots piquaient, parce qu'ils sonnaient vrais. Le ton condescendant de Juliette, son hypothèse désinvolte, que je ne pouvais pas comprendre les documents financiers, ses références paternalistes aux personnes de mon âge. Béatrice le voyait aussi, continua Pierre. Elle était très précise sur la protection contre ce qu'elle appelait le vol bienveillant. Il rassembla les papiers et se leva. J'aurai ces documents préparés et déposés d'ici la fin de la journée. Les lettres de mise en demeure partiront en courrier recommandé. Tout agent immobilier qui continue à poursuivre cette vente après avoir reçu l'avis fera face à des conséquences juridiques. Combien de temps cela prendra-t-il? La paperasse? Quelques heures. L'impact psychologique sur vos enfants? Cela dépend de la rapidité avec laquelle ils réalisent que vous n'êtes pas le faible qu'ils pensaient que vous étiez. Alors que je me préparais à partir, Pierre me tendit sa carte. Monsieur Moreau, vous avez construit une vie avec Béatrice qui méritait d'être protégée. Ne laissez personne vous convaincre que la protéger est égoïste. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des semaines. Le contrôle. Pas l'illusion de contrôle qui vient de prétendre que tout va bien, mais la vraie chose. Le genre qui vient d'avoir la loi de son côté et la volonté de l'utiliser. Je me suis arrêté à la poste en rentrant et j'ai loué une boîte postale. Petits actes d'indépendance, mais d'indépendance néanmoins. Quand je suis rentré chez moi, il y avait un message vocal de Damien. « Papa, nous devons parler. Juliette a entendu dire que tu rencontrais des avocats. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons régler ça en famille. Famille.
Le mot avait perdu sa chaleur, était devenu quelque chose qu'il brandissait comme une arme. J'ai supprimé le message et suis allé au bureau de Béatrice. La lumière de l'après-midi traversait obliquement les fenêtres. Et pour la première fois depuis ses funérailles, la pièce semblait paisible au lieu de hantée. J'ai ouvert le dossier à nouveau et regardé la photographie de Béatrice et Zoé sur la terrasse. « Apprends-lui à garder ce qui compte », avait écrit Béatrice. La leçon était déjà en cours. Jeudi arriva avec un ciel couleur pierre mouillé. Je me réveillai sachant que ce serait le jour où tout culminerait. Bien sûr, à 8h30 précise, Damien appela. « Papa, nous devons nous rencontrer. Aujourd'hui, cette histoire d'avocat doit cesser. »« Chez moi. 2 heures, dis-je. Amène qui tu veux. » À exactement 14 heures, le SUV de Damien s'arrêta, suivi par la BMW de Juliette et une troisième voiture que je ne reconnaissais pas. Damien sortit en premier, la mâchoire serrée comme du béton, suivi par Juliette et un homme en costume coûteux qui criait « Avocat » de sa coupe de cheveux parfaite à ses chaussures italiennes. Ils entrèrent dans ma cuisine comme un tribunal. Damien ne s'embarrassa pas de politesse. « Papa, voici maître Jean Dubois. » C'est notre avocat de famille depuis des années. Jean tendit sa main avec la chaleur calculée d'un homme qui gagnait sa vie en gérant des personnes difficiles. Monsieur Moreau, Damien et Juliette m'ont informé de la situation. Je suis ici pour aider à résoudre ce qui semble être un malentendu. Pas de malentendu, dis-je, restant assis à ma propre table. Vos clients veulent bien vendre mon appartement sans mon consentement. Jean sourit de la façon dont les avocats blancs sourient aux hommes d'origine maghrébine qu'ils pensent pouvoir manipuler. Je pense qu'il y a eu une confusion sur les intentions de la famille. Tout le monde veut simplement ce qu'il y a de mieux pour vous. Tout le monde ? demandai-je. Qui est tout le monde ? Damien se pencha en avant. Papa, tu ne penses pas clairement depuis que maman est morte. Le deuil peut affecter le jugement, surtout à ton âge. Mon âge, répétai-je. Qu'est-ce qui te préoccupe dans mon âge ? Jean intervint avec aisance. Monsieur Moreau, les statistiques montrent que les personnes âgées, particulièrement celles qui ont récemment perdu leur conjoint, ont souvent du mal avec des décisions financières complexes. Vos enfants essaient simplement de vous protéger d'erreurs potentielles. Me protéger, dis-je. De quoi exactement ? De prendre des décisions que vous pourriez regretter, dit Juliette. L'appartement est une énorme responsabilité. L'entretien, les impôts, l'isolement. L'isolement, dis-je. Est-ce ainsi qu'on appelle l'indépendance maintenant ? Jean sortit un dossier. Monsieur Moreau, je me suis permis d'examiner certaines informations publiquement disponibles sur votre propriété. La charge fiscale représente à elle seule une part importante de vos revenus fixes. Comment connaîtriez-vous mes revenus ? demandai-je. Eh bien, balbutia Jean, Damien a mentionné que votre pension et votre sécurité sociale ne couvrent probablement pas toutes vos dépenses. Damien a mentionné, répétai-je. Qu'est-ce que Damien a mentionné d'autre ? Jean retrouva son aplomb. Écoutez, nous voulons tous la même chose ici, un avenir sûr et confortable pour vous. Le plan de l'appartement au sous-sol est vraiment très généreux. Généreux, dis-je. Un sous-sol. La patience de Damien céda. Papa, arrête de jouer. Nous essayons de t'aider. Si tu n'écoutes pas la raison, nous devrons poursuivre d'autres options. Quelles options ? La curatelle, dit Jean avec aisance. C'est une solution courante lorsque les personnes âgées ne peuvent pas gérer correctement leurs affaires. Les mots flottèrent dans l'air comme de la fumée d'un incendie de maison. Je regardais mon fils, cet homme que j'avais élevé, qui menaçait maintenant de me faire déclarer incompétent pour contrôler ma propriété. « Tu ferais vraiment ça ?» demandai-je doucement. « Seulement si tu nous y forces, » dit Damien. « Papa, tu vis dans le passé. Cet appartement est trop grand pour toi. Tu as besoin d'aide pour prendre des décisions rationnelles. » « Des décisions rationnelles ?» dis-je. Je sortis de ma poche de chemise mon téléphone, le posant sur la table. Le point rouge d'enregistrement était clairement visible. « Tu nous enregistres ?» haleta Juliette. « Je préserve les conversations, » dis-je calmement. Pour ma protection, le professionnalisme de Jean se fissura. Monsieur Moreau, dans cette région, enregistrer des conversations sans consentement est légal, interrompis-je, quand une partie à la conversation consent. Je consens à enregistrer mes propres conversations dans mon propre domicile. Je regardai directement Damien.
Tu viens de menacer de me faire déclarer incompétent pour que tu puisses contrôler ma propriété. Cette menace est maintenant préservée sur plusieurs appareils, sauvegardée sur un stockage cloud, et fera partie de ma défense quand tu essaieras de passer à l'acte. Le visage de Damian avait pâli. « Papa, je ne voulais pas... » « Tu voulais exactement ce que tu as dit, dis-je. Jean, en tant qu'officier de la cour, vous venez de participer à ce qui ressemble à une conspiration pour frauder une personne âgée de ses droits de propriété. Comment pensez-vous que cela sera perçu devant un juge? Jean se leva brusquement. Je pense que cette réunion est terminée. Je crois que vous avez raison, dis-je. Damien, Juliette, je veux que vous écoutiez très attentivement. Je ne vends pas mon appartement. Je ne déménage pas dans votre sous-sol, je ne remets pas mes décisions financières entre vos mains. Et si vous poursuivez une action en justice pour me forcer à faire autrement, je me défendrai avec toutes les ressources à ma disposition. Jean se dirigeait déjà vers la porte. Damien, Juliette, je pense que nous devons reconsidérer notre approche ici. Notre approche? Demanda Damien. Il n'y a plus de notre maintenant, dit fermement Jean. Je ne peux pas vous représenter dans une procédure de curatelle contre quelqu'un qui est clairement compétent et qui a documenté vos menaces. C'est un suicide professionnel. Alors qu'il sortait, Juliette se retourna une dernière fois. Jacques, s'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile que ça ne doit l'être. Je ne rends cela rien du tout, dis-je. C'est vous qui le faites. Après leur départ, je suis resté assis dans ma cuisine pendant longtemps, regardant le téléphone sur la table. L'enregistrement s'était arrêté automatiquement, mais le mal était fait. En 10 minutes, ils avaient détruit toute illusion d'unité familiale que nous maintenions. Mais pour la première fois depuis les funérailles de Béatrice, je me sentais comme moi-même. Non pas le veuf en deuil qu'il voulait ingérer, mais Jacques Moreau, l'homme qui avait combattu la discrimination au logement et le racisme sur le lieu de travail et tous les autres défis que la vie lui avait lancés. Béatrice avait eu raison au sujet des loups, mais elle avait aussi eu raison à mon sujet. Ce soir-là, je savais qu'il y avait une conversation de plus que je devais avoir, et elle ne pouvait pas attendre. Je me suis assis à ma table de cuisine avec mon téléphone, regardant les coordonnées de Zoé. Il était temps qu'elle connaisse la vérité sur tout, y compris certaines vérités qui, je le soupçonnais, la surprendraient. J'ai composé son numéro. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix vive avec l'énergie d'une jeune fille de 19 ans, qui croyait encore que le monde était fondamentalement juste. « Grand-père, je pensais justement à toi. Maman a dit que vous aviez eu une sorte de réunion de famille aujourd'hui. »« C'est vrai, dis-je. Zoé, j'ai besoin de te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. »« D'accord, dit-elle, et je pouvais l'entendre s'installer dans un espace plus calme. »« L'argent que j'ai envoyé pour tes études, 500 € par mois depuis 2 ans. Tu l'as bien reçu, n'est-ce pas ? » Silence. Pas le genre confortable. « Grand-père, quel argent ?» Mon cœur coula dans mon estomac. « Zoé, je t'ai envoyé 500 € chaque mois depuis le début de ta 2e année. Virement direct sur ton compte bancaire. Je... » commença-t-elle, puis s'arrêta. « Je reçois des virements, mais maman m'a dit qu'ils venaient d'elle et papa. Elle a dit qu'ils avaient du mal à m'aider, qu'ils faisaient des heures supplémentaires, faisaient des sacrifices. » J'ai fermé les yeux. Béatrice avait eu raison sur tout. « Grand-père, tu veux dire que ces virements viennent de toi ?»« Chacun d'entre eux, dis-je doucement. 12 000 € sur 2 ans. » Je pouvais entendre sa respiration changer, devenant plus superficielle. Mais maman a dit... Elle a dit qu'ils avaient du mal à joindre les 2 bouts en m'aidant. Elle a dit que je devrais être reconnaissante parce qu'ils choisissaient mon éducation plutôt que leur propre confort. Ta mère et ton père ne perdent pas pour tes études, Zoé. C'est moi. La ligne devint si silencieuse pendant si longtemps que je pensais que nous avions été déconnectés. Zoé, je suis là, murmura-t-elle. Je ne comprends pas. Pourquoi mentirait-il? Parce que dans notre famille, la fierté est compliquée, dis-je. Ta mère a grandi en regardant ses parents lutter, en regardant d'autres familles lutter. Elle a appris que demander de l'aide était une faiblesse, qu'être l'aidant était une force. Elle voulait que tu la voies comme la forte. Mais ce n'est pas leur argent, dit Zoé, sa voix devenant plus petite. Non, ce n'est pas le leur. Et ils le savent? Ils savent exactement d'où vient chaque euro.
Je l'entendis commencer à pleurer, non pas les sanglots dramatiques d'un chagrin d'amour adolescent, mais les larmes silencieuses qui viennent quand le monde se déplace sous vos pieds. Grand-père, je leur ai écrit des cartes de remerciement. J'ai dit à tous mes amis à quel point mes parents étaient incroyables, travaillant si dur pour mon éducation. Je me sentais coupable chaque fois que j'achetais quelque chose qui n'était pas absolument nécessaire. Je sais, ma chérie. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Juste l'argent des études. J'ai hésité puis décidé qu'elle méritait toute la vérité. Ta mère gère mon aide financière à la famille depuis des années. Quand tu as dû faire enlever tes dents de sagesse, quand l'entreprise de ton père a connu cette période difficile, quand ta voiture est tombée en panne, j'ai aidé, mais ils en ont pris le crédit. Oh mon Dieu, souffla-t-elle. C'est pour ça qu'ils sont si énervés à propos de l'appartement. Ils sont habitués à avoir accès à ton argent. Fille intelligente, la petite fille de Béatrice à part entière. Il y a autre chose que tu dois comprendre, Zoé. Dans les familles comme la nôtre, venues de rien, l'argent et l'aide s'accompagnent de sentiments compliqués. Tes parents ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils ont confondu t'aimer et te contrôler, confondu te fournir avec prendre crédit des provisions qu'ils n'ont pas faites. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère a appris de sa mère qu'accepter de l'aide était honteux, que cela signifiait qu'elle avait échoué d'une certaine manière. Mais donner de l'aide, cela vous rendait puissant, digne de respect. Alors quand j'aide, elle a besoin de croire qu'elle est celle qui aide vraiment. C'est tordu, dit Zoé sans détour. C'est humain, dis-je, mais c'est aussi mal, surtout quand ça implique de te mentir. Grand-père, qu'en est-il de mon père? Est-ce qu'il sait? Ton père a toujours su exactement d'où vient l'argent, mais il lui est plus facile de laisser ta mère gérer le récit, surtout quand ce récit les fait bien paraître. Zoé resta silencieuse pendant longtemps. Quand elle parla finalement, sa voix était différente, plus âgée. C'est pour ça qu'ils veulent vendre ton appartement. Ils pensent que ton argent leur appartient. En partie, oui. Et l'histoire de l'appartement au sous-sol? Une façon de contrôler mes dépenses tout en ayant encore accès à mes ressources. C'est dégoûtant, dit-elle, et j'étais fier de la colère dans sa voix. Une bonne colère, une colère juste. Zoé, je veux que tu saches que t'aider a été l'une des plus grandes joies de ma vie. Ton éducation, ton avenir, cela vaut chaque centime. Mais tu mérites de savoir qui le rend réellement possible. Grand-père, oui, ma chérie, je rentre à la maison ce week-end, et j'aurai quelques mots à dire à mes parents. Tu n'as pas à... Si, je dois. Ils m'ont laissé me sentir coupable d'utiliser de l'argent qui n'était même pas le leur. Ils m'ont laissé écrire des notes de remerciement pour des sacrifices qu'ils n'ont jamais faits. Ce n'est pas seulement me mentir, c'est me rendre complice du mensonge. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma cuisine, ressentant quelque chose que je n'avais pas prévu. Le soulagement. Pas seulement parce que Zoé connaissait la vérité, mais parce qu'elle comprenait ce que la vérité signifiait. Elle n'était pas seulement en colère contre la tromperie, elle était en colère d'avoir été amenée à y participer. Béatrice aurait été fière. Nous avions élevé une petite fille qui reconnaissait la manipulation quand elle la voyait, même quand elle venait enveloppée dans la loyauté familiale. Le téléphone sonna 20 minutes plus tard. Catherine. « Papa, Zoé m'a appelé en pleurant. Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Je lui ai dit la vérité sur qui payait pour ses études. Silence. Catherine. « Pensais-tu vraiment que je ne lui dirais pas éventuellement? Je pensais... J'espérais que nous pourrions résoudre cela en famille sans l'impliquer. Tu l'as impliqué le jour où tu as décidé de prendre crédit pour mon soutien. Ce n'était pas comme ça, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Comment c'était alors? Une autre longue pause. Je voulais qu'elle soit fière de nous, qu'elle voie que nous pouvions prendre soin d'elle. Tu peux être fier d'aider sans mentir sur qui fait l'aide. Papa, je suis désolé, nous avons eu du mal, et quand elle nous a remerciés, ça faisait du bien d'être vus comme des parents qui réussissent. À mes dépens. Oui, dit-elle doucement. À tes dépens. Je suis désolé. Ce n'était pas assez, mais c'était un début. L'entreprise de déménagement arriva chez Damien et Juliette un lundi matin frais à exactement 7h30. J'avais spécifiquement demandé 7 heures, parce que je savais que Damien serait en train de se préparer pour le travail,
et Juliette serait visible à la fenêtre de sa cuisine, faisant ses smoothies bio et vérifiant les réseaux sociaux de quartier sur son iPad. Rodriguez, le chef d'équipe, était un homme qui comprenait le pouvoir d'un timing précis. « Vous êtes sûr de cette adresse ?» avait-il demandé quand je l'avais engagé. « Très sûr, avais-je dit. Et assurez-vous qu'il signe pour tout. » J'observais depuis ma voiture garée à 3 pâtés de maison, alors que le camion blanc de déménagement grondait dans leur rue bien entretenue. À Aix-en-Provence, les camions de déménagement étaient des événements. Les voisins apparaissaient aux fenêtres, les promeneurs de chiens ralentissaient leur allure, les joggeurs trouvaient soudain des raisons de s'étirer sur les trottoirs voisins. L'équipe commença à décharger des boîtes avec une efficacité méthodique. Chaque boîte était étiquetée de mon écriture soignée, Damien Moreau, objet personnel, de Jacques Moreau. La spécificité était intentionnelle. Pas de place pour la confusion sur qui envoyait quoi à qui. Les trophées de football lycéen de Damien sortirent du camion en premier. Des figures en plastique brillant qui avaient autrefois tout signifié pour un garçon de 17 ans qui croyait que le succès se mesurait en buts et offres de bourse. Derrière eux, sa veste de sportif, toujours enveloppée dans le plastique du pressing de 1998, jamais portée après l'obtention du diplôme parce que Damien adulte était gêné par les réalisations de Damien adolescent. Les voisins regardaient définitivement maintenant. Madame Petit, d'à côté, avait abandonné tout prétexte et se tenait ouvertement sur son perron avec sa tasse de café. Les Durand de l'autre côté de la rue avaient leur store juste assez entrouvert pour observer les procédures. Dans un quartier où l'image était une monnaie d'échange, un camion de déménagement à 7h30 du matin était un scandale implorant une explication. La porcelaine de mariage de Juliette arriva ensuite, les couverts élaborés qu'elle avait insisté pour enregistrer, mais n'avait jamais utilisés parce qu'elle s'inquiétait toujours des éclats et des taches. 12 couverts pour une femme qui recevait rarement plus que son club de lecture et même alors préférait les assiettes jetables par commodité. Le chef d'équipe sonna à la porte avec le professionnalisme patient d'un homme qui avait déjà livré des nouvelles difficiles. À travers la fenêtre de ma voiture, je pouvais voir Damien répondre en robe de chambre, les cheveux encore en désordre après le sommeil. Même à 3 pâtés de maison, son langage corporel criait confusion et embarras croissant. Une note tapée était scotchée sur chaque boîte, des messages identiques dans mon style formel de correspondance professionnelle. Damien et Juliette, ces objets ont été stockés dans mon appartement pendant plus de 20 ans. Comme vous vous intéressez maintenant à la gestion des propriétés et des biens, j'ai pensé que vous devriez d'abord gérer les vôtres. Tous les objets sont dans le même état que lorsque vous les avez laissés. Veuillez accuser réception, Jacques Moreau. La beauté du geste n'était pas dans sa cruauté, mais dans son absolue raisonnabilité. Je ne leur volais rien ni n'endommageais leurs biens. Je rendais simplement ce qui était déjà à eux, les forçant à affronter la différence entre propriété et stockage, entre responsabilité et commodité. Damien sortit en robe de chambre et pantoufles, espérant probablement minimiser le spectacle. Trop tard. Le fils adolescent des Durand enregistrait maintenant ouvertement avec son téléphone depuis leur jardin, probablement déjà en train de télécharger sur TikTok avec des hashtags sur le drame familial en banlieue. Juliette apparut en pyjama de designer qui coûtait probablement plus que le budget d'épicerie hebdomadaire de la plupart des gens, ses cheveux blonds parfaits même à 7h30 du matin. Elle surveilla les boîtes avec l'expression de quelqu'un qui venait de découvrir des termites dans ses fondations. Le chef d'équipe tendit son clipboard pour signature. Damien signa avec les mouvements mécaniques d'un homme en état de choc. Juliette se tenait à côté de lui, bras croisés, calculant clairement les dommages sociaux. Comment expliquez-vous aux voisins que votre beau-père âgé vient de vous retourner publiquement vos souvenirs d'enfance? Quel récit vous rend victime dans ce scénario? Au moment où le camion repartit, au moins 6 voisins avaient trouvé des raisons d'être dehors. Promener le chien, faire du jogging, vérifier les boîtes aux lettres, arroser des plantes qui n'avaient pas besoin d'être arrosées. Le genre de public que vous ne voulez jamais quand vos affaires familiales deviennent du théâtre de rue. Mon téléphone sonna alors que je rentrais. « C'était quoi ce bordel ?» exigea Damien. « Gestion de propriété, dis-je calmement. » «
Tu es tellement préoccupé par la gestion de la mienne, j'ai pensé que tu devrais t'exercer avec la tienne. Tu nous as humiliés devant tout le quartier. Je vous ai rendu vos affaires chez vous. En quoi est-ce humiliant? Tu sais exactement ce que tu as fait. Je le sais, dis-je. La question est, le sais-tu? Juliette prit le téléphone. Jacques, c'était mesquin et cruel. Que vont penser les gens? Ils penseront que votre beau-père a libéré de l'espace de stockage, dis-je, à moins que vous ne leur disiez autre chose. Mais alors vous devriez expliquer pourquoi vous êtes contrarié de récupérer vos propres affaires. La ligne devint silencieuse. Le piège était parfait dans sa simplicité. Se plaindre du geste signifiait admettre qu'ils considéraient mon appartement comme leur installation de stockage personnel, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de réclamer la responsabilité de leurs possessions abandonnées. « Ça ne change rien », dit Damien quand il récupéra le téléphone. « Nous pensons toujours que vendre est la meilleure option. Tu es libre de penser ce que tu veux, dis-je, de ta propre maison, avec tes propres affaires. » J'ai raccroché et suis rentré chez moi, passant devant la terrasse que Béatrice et moi avions construite, passant devant le citronnier, qui avait encore besoin d'être taillé, passant devant la vie que j'avais protégée, avec rien d'autre qu'un camion de déménagement et un timing parfait. Parfois, les attaques les plus dévastatrices sont celles qui ressemblent à de la gentillesse de l'extérieur. Laissons les voisins se demander pourquoi les prospères Damien et Juliette Moreau étaient si contrariés de recevoir des boîtes de leurs propres affaires d'un beau-père attentionné. La réponse à cette question leur dirait tout ce qu'ils avaient besoin de savoir sur ce que mes enfants étaient devenus. Damien arriva chez moi 40 minutes après que le camion de déménagement ait quitté sa résidence. Sa BMW pilla dans mon allée, avec la mise en scène dramatique d'un homme qui avait temporairement oublié qu'il vivait dans un quartier avec un syndicat de copropriété. Juliette suivit dans sa voiture, mascara coulant sur ses joues comme de la peinture de guerre étalée par la défaite. Ils ne frappèrent pas. Damien utilisa la clé de rechange qu'il n'avait jamais rendue après avoir aidé Béatrice pendant ses traitements, faisant irruption dans ma cuisine comme s'il menait une descente. « À quel genre de jeu malsain joues-tu » cria-t-il, son visage rouge d'un mélange de rage et d'humiliation publique. Juliette s'effondra sur l'une de mes chaises de cuisine, sanglotant dans ses mains. Les voisins, Jacques. Tout le monde regardait. Madame Petit a demandé si nous avions des problèmes financiers. « En avez-vous » demandai-je doucement, restant assis à ma table avec le dossier bleu de Béatrice ouvert devant moi. « Ce n'est pas la question !» Damien frappa sa paume sur la table, faisant sauter la tasse de café de Béatrice. « Tu nous as fait passer pour des profiteurs devant tout le quartier. Est-ce le cas? Ou ai-je simplement rendu vos biens à votre domicile comme un beau-père prévenant? Tu sais exactement ce que tu as fait, dit Juliette à travers ses larmes. Tu nous as humiliés. Tu nous as fait paraître comme si nous t'avions utilisé. M'avez-vous utilisé? La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. La bouche de Damien s'ouvrit et se referma sans émettre de son. Les pleurs de Juliette s'intensifièrent. C'est bien ce que je pensais, dis-je doucement. Maintenant, asseyez-vous tous les deux. Il est temps que vous appreniez le reste de votre héritage. Quelque chose dans mon ton fit finalement prendre un siège à Damien. Je sortis le document que j'avais gardé pour ce moment, le deuxième acte de propriété que Béatrice avait déposé seulement 6 mois avant sa mort. Votre mère était une femme intelligente, commençai-je. Plus intelligente que nous ne lui en donnions tous crédit. Elle a vu ce jour arriver il y a des années, vous a observé tous les deux calculer ce que vous hériteriez alors qu'elle respirait encore. Je glissai l'acte à travers la table. Cet appartement et les 2 arts de terrain sur lesquels il se trouve ne sont plus à moi à vendre. Damien saisit le papier, ses yeux parcourant frénétiquement. Qu'est-ce que c'est? Une fiducie de conservation, dis-je, déposée auprès de la préfecture 6 mois avant la mort de votre mère. La propriété est définitivement protégée contre le développement ou la vente. Elle sera maintenue comme demeure familiale à perpétuité. C'est impossible, dit Juliette, essuyant ses yeux. Nous avons vérifié les registres publics. Vous avez vérifié les registres que vous saviez chercher, corrigeai-je. Votre mère était très prudente concernant le calendrier et les procédures de dépôt. Le visage de Damien prenait une teinte pourpre alarmante. Tu ne peux pas simplement donner notre héritage. Je n'ai rien donné, dis-je calmement. Votre mère l'a fait, et elle ne l'a pas donné.
Elle l'a préservé, pour la bonne personne. Je sortis un autre document. Zoé Moreau est inscrite comme seule bénéficiaire et future administratrice de la fiducie de conservation familiale Moreau. Elle héritera non seulement de cet appartement, mais de la responsabilité de le maintenir pour les générations futures. Le silence qui suivit était profond. Je pouvais entendre l'horloge de la cuisine tiquer, le réfrigérateur bourdonner, un chien aboyer quelque part dans la rue. « Zoé » murmura Juliette. « Mais elle n'est qu'une enfant. »« Elle a 19 ans, dis-je. Assez âgée pour voter, assez âgée pour servir dans l'armée, assez âgée pour comprendre la différence entre héritage et droit. » Damian retrouva sa voix. « C'est de la folie. Tu nous exclus complètement. »« Je n'exclus personne, dis-je. Votre mère a pris ses décisions avant de mourir, basées sur ce qu'elle observait de votre caractère. Elle croyait que Zoé serait une meilleure gestionnaire de cette propriété que l'un ou l'autre d'entre vous. »« Sur quelle base ?» exigea Juliette. « Sur la base de voir Zoé passer des étés ici à aider avec la terrasse, pendant que vous deux passiez les vôtres à vous plaindre des impôts fonciers. Sur la base de la voir demander ce qu'elle pouvait faire pour aider pendant que vous demandiez ce que vous pouviez obtenir. Sur la base de comprendre que certaines choses comptent plus que l'argent. » Je me levai et marchai vers la fenêtre, regardant la terrasse que Béatrice et moi avions construite ensemble. Votre mère disait quelque chose que je n'ai compris que récemment. Cette famille a une histoire de traiter ses aînés comme des actifs plutôt que comme des ancêtres. Elle parlait de ses parents, de mes parents, de la façon dont les familles, comme la nôtre, perdent parfois de vue le respect dans la poursuite des ressources. Je me retournai pour leur faire face. Elle vous a vu faire la même chose avec nous. Compter notre appartement, nos économies, nos versements de sécurité sociale comme s'ils étaient déjà les vôtres. Planifier nos funérailles avant que nous ne soyons morts. Damien se leva brusquement. Ce n'est pas juste. Pas plus juste que menacer de procédure de curatelle contre un adulte compétent parce qu'il ne veut pas vendre son appartement, répliquai-je. Pas plus juste que mentir à ta fille sur qui paie ses études. Pas plus juste que traiter le deuil de ton beau-père comme une opportunité de spéculation immobilière. Juliette me regarda avec des yeux rougis. « Alors c'est tout? 20 ans de mariage dans cette famille, et nous n'obtenons rien ?»« Vous obtenez ce que vous avez mérité, dis-je, ce qui est une leçon très coûteuse sur la différence entre famille et opportunité. » Je retournai à la table et fermai le dossier de Béatrice. La fiducie est irrévocable. La propriété ne peut être vendue, ne peut être hypothéquée, ne peut être développée. Zoé en héritera quand elle aura 25 ans, avec suffisamment d'argent pour l'entretenir correctement. « Quel argent ?» demanda Damien avec suspicion. « L'argent que votre mère a économisé de tous ces paiements hypothécaires que nous ne pouvions prétendument pas nous permettre, dis-je. Et il s'avère que lorsque vous remboursez votre appartement en avance et investissez l'argent des paiements pendant 6 ans, il croît assez substantiellement. Je les regardais tous les deux, ces gens qui avaient fait partie de ma famille depuis si longtemps que j'avais oublié qu'ils n'avaient jamais vraiment compris ce que signifiait la famille. « Vous pouvez contester la fiducie si vous voulez, dis-je, mais je dois vous avertir, votre mère a anticipé cela aussi. Elle a laissé une documentation très détaillée sur vos attentes financières, vos tentatives de la pousser vers des prêts sur valeur domiciliaire, vos suggestions sur maximiser nos actifs. » Damien se dégonfla comme un ballon percé. Juliette se contenta de fixer la table. « Il y a une dernière chose, dis-je doucement. La fiducie contient une disposition selon laquelle, si quelqu'un la conteste ou tente de faire pression sur Zoé pour qu'elle vende, cette personne est définitivement interdite de propriété. Cela inclut les visites, les vacances, les réunions de famille. Votre mère voulait s'assurer que Zoé puisse faire ses propres choix sans interférence. » Je marchai jusqu'à la porte d'entrée et la tins ouverte. « Je pense que nous avons terminé ici. » Alors qu'il passait devant moi, Juliette se retourna une dernière fois. « Jacques, s'il te plaît, nous sommes une famille. » « La famille, dis-je doucement, ne menace pas de te faire déclarer incompétent pour pouvoir voler ton appartement. » Après leur départ, je restai longtemps dans ma cuisine, regardant l'espace où se trouvait le dossier de Béatrice. L'appartement semblait différent maintenant, pas vide, mais clair, comme le temps qui passe après une tempête.
J'ai pris mon téléphone et appelé Zoé. « Grand-père, comment ça s'est passé ?»« Le plan de ta grand-mère a parfaitement fonctionné, dis-je. Que se passe-t-il maintenant ?» Je regardais la terrasse, le citronnier qui avait encore besoin d'être taillé, le buisson de romarin que Béatrice avait planté l'année où Zoé était née. « Maintenant, dis-je, tu rentres à la maison et je t'apprends à prendre soin de ce qui compte. » 3 jours plus tard, je me tenais dans ma chambre avec une seule valise ouverte sur le lit, regardant les vêtements qui m'accompagneraient dans ma nouvelle vie. 2 semaines de chemise, pantalon, sous-vêtements, chaussettes, la trousse de rasage que Béatrice m'avait offerte pour notre 20e anniversaire parce qu'elle aimait l'odeur du bois de santal. Une photographie, Béatrice et moi à Nice en 1987, tous deux riant de quelque chose dont je ne me souvenais pas, mais que je pouvais encore ressentir. J'avais appelé Anna la veille. « Je suis prêt », lui avais-je dit. « Sempre », avait-elle répondu, toujours. « La maison vous attend. » Mon billet était pour jeudi matin. Aller simple pour Faro, avec une correspondance via Orly. J'avais utilisé la carte fond de voyage de Béatrice, celle qu'elle avait étiquetée « Pour quand nous oserons ». Drôle comme l'audace ressemblait tellement à la fuite, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on court vers quelque chose au lieu de fuir. Je pliais ma dernière chemise quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Des clés dans la serrure, des pas qui appartenaient à quelqu'un qui croyait encore avoir le droit d'aller et venir à sa guise. Grand-père. La voix de Zoé traversa l'appartement, hésitante mais déterminée. Je la trouvai dans la cuisine, debout à côté d'un sac de sport qui semblait avoir été emballé à la hâte. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans une queue de cheval désordonnée, et elle portait l'expression de quelqu'un qui avait pris une décision qui l'effrayait et l'excitait à parts égales. « Tu vas quelque part ?» demandai-je. « Avec toi, dit-elle simplement, si tu veux bien de moi. » Je m'assis à la table de la cuisine, me sentant soudain chacune de mes 74 années. « Ma chérie, ce n'est pas des vacances. Je ne reviens pas. »« Je sais. » Elle s'assit en face de moi, ses mains jointes comme si elle priait ou se préparait à la bataille. « Grand-père, j'ai réfléchi à ce que mamie a écrit dans cette note, à propos de m'apprendre à garder ce qui compte. Et je ne peux pas l'apprendre de mes parents. Ils ont passé toute ma vie à m'enseigner que ce qui compte est ce que les autres pensent, ce qui te fait paraître prospère, ce qui te maintient à l'aise. » Sa voix devint plus forte à chaque mot, mais mamie savait autre chose. Elle savait que ce qui compte est ce que tu protèges, ce que tu construis, ce que tu transmets. Je regardais cette jeune fille, cette jeune femme qui portait les yeux de Béatrice et sa propre intelligence féroce. « Et tes études ?» J'ai parlé à mon conseiller. Je peux prendre une année sabbatique, peut-être transféré dans une université portugaise. Apprendre la langue, t'aider à t'installer, comprendre ce que je veux vraiment étudier, au lieu de ce que tout le monde attend que j'étudie. Tes parents ne me pardonneront jamais. Le rire de Zoé était tranchant, amer d'une façon qui me rendait triste pour ce que mes enfants lui avaient enseigné. Mes parents s'inquiètent de leur statut social dans un quartier où ils ne peuvent pas se permettre de vivre, conduisant des voitures qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter. Maintenant, un style de vie qui dépend de l'argent d'autres personnes. Je n'ai pas besoin de leur pardon pour choisir quelque chose de réel. Elle sortit un papier plié de sa poche. D'ailleurs, je leur ai écrit une lettre. Je leur ai dit exactement pourquoi je partais et ce qu'ils devraient faire pour me reconquérir. Ce n'est pas cruel, mais c'est honnête. Je pensais à la lettre de Béatrice, à la façon dont elle avait vu ce moment venir et s'y était préparée. Tu sais qu'il n'y a aucune garantie que cela fonctionnera. Le Portugal est un pays étranger. La langue est différente, la culture est différente. Bien, dit fermement Zoé. Peut-être que différent est exactement ce dont j'ai besoin. J'étudiais son visage, cherchant le doute, le genre d'idéalisme romantique qui s'effondrerait à la première difficulté réelle. Au lieu de cela, je vis quelque chose qui me rappelait Béatrice à 19 ans, féroce et intransigeante et absolument certaine de ce qui comptait. « Il y a autre chose, dis-je, prenant mon téléphone. Anna a mentionné que ta grand-mère a laissé des choses pour toi au Portugal. »« Un fonds pour les études, dit-elle, mais plus important que ce dont tu aurais besoin pour les frais de scolarité. » Les yeux de Zoé s'élargirent. « Combien plus important ? Je ne sais pas, mais connaissant ta grand-mère, suffisamment important pour te donner de vrais choix concernant ton avenir.
Le vol pour le Portugal ressemblait à un voyage à rebours dans l'histoire. Pendant 4 générations, ma famille avait fait partie de l'exode vers le nord depuis l'Algérie pour trouver du travail, de la dignité et de l'espace pour respirer. Maintenant, me voilà, arrière-petit-fils de Jacques Moreau, allant dans la direction opposée, non pas en fuyant l'oppression mais en allant vers la possibilité. Zoé dormit pendant la majeure partie du vol, sa tête sur mon épaule, paraissant plus jeune que ses 19 ans. Je regardais l'Atlantique passer sous nous et pensais à Béatrice, à la façon dont elle avait en quelque sorte su que ce jour viendrait et s'y était préparée. Pas seulement l'appartement et l'argent, mais Zoé elle-même. Elle avait préparé Zoé pour ce moment sans qu'aucun de nous ne s'en rende compte. Les conversations sur l'histoire familiale, les histoires sur les ancêtres qui avaient fait des choix difficiles et avaient vécu avec les conséquences. La façon dont elle avait appris à Zoé à voir au-delà des apparences superficielles, à remettre en question ce que les adultes lui disaient, à valoriser l'indépendance plutôt que l'approbation. Béatrice avait élevé une petite fille qui pouvait choisir le Portugal plutôt que le confort, la vérité plutôt que la commodité, la possibilité plutôt que la sécurité. Quand nous avons atterri à Faro, Anna nous attendait avec une pancarte qui disait « Famille Moreau » dans son écriture soignée. Elle ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Compacte, compétente, avec le genre de sourire qui atteignait ses yeux et signifiait ce qu'il promettait. « Monsieur Moreau », dit-elle, m'embrassant comme une vieille amie, « et cette belle fille doit être Zoé. »« Tu savais que je venais ?» demanda Zoé, acceptant l'étreinte d'Anna avec la grâce facile de quelqu'un élevé par Béatrice Moreau. « Ta grand-mère me l'a dit simplement Anna. Elle a dit « Un jour Jacques aura besoin de disparaître, et quand il le fera, la fille suivra. Assure-toi qu'il y ait de la place pour eux deux. » Nous avons conduit à travers une campagne qui ressemblait à une carte postale, des maisons blanches éparpillées sur des collines vertes, des oliviers qui poussaient depuis avant que la France ne soit un pays. Anna nous a indiqué des points de repère, des marchés, la plage où nagèrent les locaux, les cafés où elle nous présenterait comme la famille de Béatrice. « Ta grand-mère a visité une fois », a dit Anna à Zoé, alors que nous tournions dans la ruelle aux murs de pierre. Il y a 2 ans, quand elle était malade, mais se battait encore. Elle s'est tenue dans le jardin derrière la maison et a dit « C'est ici que Jacques se souviendra comment respirer, et où Zoé apprendra qui elle est vraiment. » La maison apparut au détour d'un virage, murs blancs et volets bleus et tuiles rouges qui avaient résisté à 100 tempêtes portugaises. La bougainvillée débordait des murs du jardin comme une célébration pourpre. « Maison », dit simplement Anna. J'ai regardé Zoé, l'émerveillement dans ses yeux alors qu'elle découvrait cet endroit que sa grand-mère avait choisi pour nous. « Qu'en penses-tu »« Je pense, » dit lentement Zoé, « que mamie savait exactement ce qu'elle faisait. » Ce soir-là, après qu'Anna nous ait quittés avec des draps frais et un bol de citron et des promesses de revenir le matin, Zoé et moi nous sommes assis sur la terrasse en regardant la Méditerranée passer du bleu au noir. « Grand-père, » dit-elle, « penses-tu qu'ils essaieront de nous retrouver ?»« Éventuellement, dis-je, mais d'ici là, nous serons prêts. » Prêts pourquoi? Je pensais à la lettre de Béatrice, à la fiducie de conservation, aux fonds universitaires qui attendaient dans une banque portugaise, à toutes les façons dont elle s'était préparée pour ce moment sans qu'aucun de nous ne comprenne ce qu'elle construisait. Prêts à leur montrer la différence entre une famille qui vous possède et une famille qui vous libère. Zoé s'appuya contre mon épaule comme elle l'avait fait dans l'avion, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la mort de Béatrice, l'avenir qui s'ouvrait au lieu de se refermer. Demain, nous commencerions à apprendre le portugais. Demain, nous explorerions le village, rencontrerions les voisins, commencerions le travail de construction d'une vie qui nous appartenait au lieu d'appartenir aux attentes d'autres personnes. Mais ce soir, nous étions assis dans l'air chaud portugais et écoutions la mer, 2 générations de la famille Moreau, enfin libres de découvrir qui nous étions quand personne ne tenait les comptes. La maison était tout ce qu'Anna avait promis, et plus encore que les lettres de Béatrice m'avaient préparé à trouver. Des murs blancs qui captèrent la lumière du matin et la tenèrent doucement. Des volets bleus qui semblaient avoir été peints par quelqu'un qui comprenait la différence entre décoration et invitation. Le toit de tuiles rouges avait résisté aux tempêtes et aux saisons,
avec la dignité de quelque chose construit pour durer. À l'intérieur, les sols étaient en terre cuite fraîche qui semblait honnête sous mes pieds. Le salon s'ouvrait sur des vues d'oliveraies qui descendaient vers la Méditerranée, et je pouvais voir pourquoi Béatrice avait choisi cet endroit. Il n'exigeait rien d'autre que la présence. « Ta Béatrice est venue ici pendant ses traitements », dit Anna en nous montrant les pièces. 3 fois, elle n'a dit à personne. Elle s'asseyait sur la terrasse pendant des heures, planifiant. Zoé passa ses doigts le long des bibliothèques intégrées, déjà remplies de volumes en portugais et en français. « Planifiant quoi ? Vous planifiant, dit simplement Anna. Vous deux. Elle savait que ce jour viendrait. La cuisine était petite mais complète, avec des casseroles en cuivre qui brillaient comme des promesses et une fenêtre qui encadrait le citronnier dans le jardin. Anna avait approvisionné le réfrigérateur avec des produits de base, pain, fromage, fruits, vin, qu'elle m'assura être assez doux pour être bu l'après-midi. « Il y a autre chose, » dit Anna, fouillant dans son sac. Elle sortit une enveloppe, de couleur crème et lourde, avec le nom de Zoé écrit dans l'écriture inimitable de Béatrice. Elle m'a donné ceci il y a 2 ans. Elle a dit de le donner à la fille seulement quand elle serait ici, dans cette maison, prête à écouter. Zoé prit l'enveloppe avec la révérence de quelqu'un manipulant un texte sacré. « Devrais-je la lire maintenant ?»« C'est à toi de décider, » dit Anna, « mais je pense que ta grand-mère voudrait que tu la lises là où elle l'a écrite. » Elle nous conduisit à un petit bureau près de la fenêtre, positionné de sorte que l'écrivain puisse regarder le jardin en travaillant. Le bois était usé et lisse par endroits, et je pouvais imaginer Béatrice assise là pendant ses visites secrètes, planifiant notre évasion. Zoé s'assit au bureau et ouvrit l'enveloppe. Ses yeux parcourèrent la page, et je regardais son expression changer de la curiosité à la reconnaissance à quelque chose de plus profond. Quand elle eut fini, elle me regarda avec des larmes dans les yeux. Elle savait, dit doucement Zoé, elle savait exactement ce qu'il ferait, exactement ce que je ressentirais, exactement ce que j'aurais besoin d'entendre. « Que dit-elle » demandai-je. Zoé s'éclaircit la gorge et lut « Ma très chère Zoé, si tu lis ceci, cela signifie que ton grand-père a fait quelque chose de très courageux et que tu as été assez courageuse pour le suivre. Cela signifie que tu as choisi la vérité plutôt que le confort, la possibilité plutôt que la sécurité, l'amour plutôt que l'obligation. Tes parents ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils ont confondu t'aimer et te contrôler, confondu te fournir avec prendre crédit des provisions qu'ils n'ont pas faites. Ils aiment ton potentiel plus qu'ils n'aiment ta personne, et ce genre d'amour vient toujours avec des conditions. J'ai vu 4 générations de notre famille lutter avec le même schéma. Des enfants qui voient leurs parents comme des ressources plutôt que des personnes, des parents qui confondent la réussite de leurs enfants avec leurs propres valeurs, des familles qui tiennent les comptes au lieu de garder la foi. Tu as la chance de briser ce schéma, pas seulement pour toi-même, mais pour les enfants que tu pourrais avoir un jour, pour la famille que tu pourrais construire. C'est pourquoi l'argent de ton grand-père est à la Banque de Lisbonne, pourquoi cette maison est ici à attendre, pourquoi Anna est devenue partie de notre famille. Certaines personnes te diront que la famille signifie accepter n'importe quel traitement que les gens te donnent parce que vous partagez le sang. Ce n'est pas la famille. C'est la captivité avec un plus joli nom. La vraie famille signifie des personnes qui t'aiment assez pour te laisser les décevoir, qui soutiennent tes rêves même quand ils ne les comprennent pas, qui célèbrent ton indépendance au lieu d'essayer de la contrôler. Ton grand-père comprend cela. C'est pourquoi je l'ai choisi il y a 45 ans et pourquoi je lui fais confiance pour t'aider à le comprendre maintenant. Sois courageuse, ma chérie. Sois honnête. Sois libre. Et souviens-toi que la meilleure façon d'honorer les personnes qui t'ont précédé est de devenir la personne qu'elles espéraient que tu pourrais être, pas la personne qu'elles ont essayé de te faire être. La pièce était silencieuse quand elle termina sa lecture, remplie seulement du son du vent à travers les oliviers et de la conversation lointaine de la mer. Anna essuya ses yeux avec un mouchoir qui semblait avoir absorbé beaucoup de larmes au fil des ans. Ta grand-mère, elle a compris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais, que l'amour sans liberté n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Elle se leva et marcha vers la fenêtre, regardant le jardin. Elle m'a parlé de la famille de son premier mari.
comment ils ont essayé de la rendre petite, comment ils voulaient qu'elle soit reconnaissante, au lieu d'égale. Elle a dit qu'elle a appris alors que certaines familles sont des prisons, et d'autres sont des tremplins. Quel genre de famille construisons-nous ici? Demanda Zoé. Anna se retourna vers nous avec le sourire de quelqu'un qui avait trouvé sa réponse à travers une expérience difficile. Le genre qui t'apprend à voler, pas le genre qui coupe tes ailes. Nous avons passé l'après-midi à explorer la maison et le jardin. Anna nous a montré où se trouvait le chauffe-eau, comment faire fonctionner la douche capricieuse, quelles plantes avaient besoin d'arrosage quotidien et lesquelles préféraient être laissées tranquilles. Des informations pratiques, mais délivrées avec le soin de quelqu'un transmettant un savoir familial. « Ta Béatrice a planté le romarin elle-même », dit Anna, montrant un buisson robuste près de la porte de la cuisine. Elle a dit que ça rappellerait à Jacques la maison. Et le citronnier, elle l'a choisi parce que Zoé aurait besoin d'apprendre que certaines choses prennent du temps pour pousser, mais valent la peine d'attendre. Alors que le soir approchait, Anna se prépara à partir. « Demain, je vous emmènerai à la banque à Lisbonne. Le cadeau de votre grand-mère vous y attend, puis au marché pour rencontrer des gens pour commencer votre vie portugaise. » Après son départ, Zoé et moi nous sommes assis sur la terrasse avec des verres du vin doux qu'Anna avait recommandé. La Méditerranée s'étendait devant nous, vaste et patiente, et totalement indifférente à nos petits drames humains. « Grand-père, dit Zoé, penses-tu que nous avons fait le bon choix ?» Je pensais à mon appartement en France, à la terrasse que Béatrice et moi avions construite, à la vie que nous avions construite avec tant de soin seulement pour voir nos enfants essayer de la vendre pièce par pièce. Je pense, dis-je finalement, que ta grand-mère a passé 2 ans à se préparer pour ce moment. Elle a acheté cette maison, appris le droit portugais, s'est liée d'amitié avec Anna, a mis en place des comptes bancaires et écrit des lettres que nous trouvons encore. Si Béatrice Moreau pensait que c'était le bon choix, alors c'était le bon choix. Zoé s'adossa dans sa chaise et regarda les étoiles qui semblaient plus brillantes ici qu'elles ne l'avaient jamais été en France. « Je veux apprendre le portugais, dit-elle. Je veux comprendre Anna quand elle parle à ses voisins. Je veux connaître les noms de ces fleurs, l'histoire de cet endroit, les histoires qui ont fait que Béatrice en est tombée amoureuse. Nous avons le temps, dis-je. C'est le cadeau qu'elle nous a fait. Du temps pour comprendre qui nous sommes quand nous ne sommes pas en train de jouer pour des gens qui ont déjà décidé ce que nous devrions être. » Alors que la nuit s'installait sur la maison aux murs blancs et volets bleus, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la mort de Béatrice, l'avenir qui s'ouvrait au lieu de se refermer. Demain, nous commencerions le travail de construction d'une vie qui nous appartenait, guidée par la sagesse d'une femme qui nous avait aimés assez pour nous libérer. En 2 mois, Zoé rêvait en portugais. J'observais sa transformation avec l'étonnement de quelqu'un assistant à l'émergence d'un papillon de sa chrysalide. Elle se réveillerait chaque matin et marcherait jusqu'à la boulangerie du village, bavardant avec Madame Martinez à propos de ses petits-enfants, discutant des modèles météorologiques avec le vieux Manuel qui s'occupait des oliviers, marchandant de façon ludique avec le poissonnier qui remontait sa prise de la côte. « Bon dia, Seigneur Moreau », m'appelèrent les voisins alors que je suivais ma petite fille à travers les rues étroites. « Bonjour, Monsieur Moreau. » Il nous connaissait depuis 8 semaines, mais dans un village où certaines familles vivaient depuis 8 siècles, c'était suffisant pour être accepté. Anna nous avait présenté correctement ce qui, dans un village portugais, signifie expliquer non seulement qui vous êtes, mais pourquoi vous appartenez. « C'est le mari et la petite-fille de Béatrice, disait-elle. Béatrice était la femme américaine qui a aidé ma famille à rester ensemble. Maintenant, ils sont aussi notre famille. » C'était une équation simple qui transcendait la nationalité et la langue. Béatrice avait aidé Anna, donc nous étions les bienvenus. Dans une culture qui valorisait la loyauté et la gratitude, c'était un passeport suffisant. Zoé se jetait dans la vie communautaire avec l'enthousiasme de quelqu'un découvrant qu'elle avait des talents qu'elle ne connaissait pas. Elle a aidé la fille d'Anna, Sophia, à donner des cours d'anglais aux enfants locaux. Elle organisait un groupe de conversation hebdomadaire où les lusophones pouvaient pratiquer l'anglais pendant qu'elle pratiquait le portugais. Elle avait même convaincu le prêtre du village de la laisser aider avec les actions de l'Église auprès des immigrants africains.
utilisant les expériences de son grand-père pour construire des ponts entre les divisions culturelles. « Ta petite fille a un don », me dit Anna un soir alors que nous regardions Zoé arbitrer une discussion animée entre deux villageoises à propos des droits d'eau. Elle voit des connexions là où d'autres ne voient que des différences. C'était vrai. Zoé avait hérité de la capacité de Béatrice à trouver un terrain d'entente en territoire contesté, à traduire non seulement le langage mais l'intention, à construire la compréhension là où d'autres ne voyaient que des conflits. Un après-midi, en aidant Anna à organiser les papiers de son défunt mari, j'ai découvert quelque chose qui expliquait plus pleinement la connexion de Béatrice avec cet endroit. Caché dans un dossier marqué « Documents importants », se trouvaient des relevés universitaires pour Sofia Santos et son frère Miguel. Tous deux avaient fréquenté l'université à Lisbonne. Tous deux avaient obtenu leur diplôme avec mention. Les deux avaient leurs frais de scolarité remontant à un bienfaiteur américain, Béatrice Marie Moreau. « Elle ne t'a jamais dit, » dit Anna quand je l'ai confrontée avec les documents. « Ta femme, elle a payé les études de mes enfants, tout. Université, livres, frais de subsistance, 8 ans de paiement, jamais manqué un seul. » Je me suis assis lourdement sur la chaise de cuisine d'Anna, submergé par une autre couche de la générosité secrète de Béatrice. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Parce qu'elle savait que tu t'inquiéterais pour l'argent. Tu économisais pour l'éducation de ta propre petite fille. Béatrice, elle a trouvé d'autres moyens d'aider ma famille sans prendre à la tienne. D'autres moyens? Anna sourit avec la tendresse de quelqu'un se souvenant de la tromperie inoffensive d'une chère amie. Ta femme, elle était très douée pour trouver du travail supplémentaire, traduire des documents, enseigner aux enfants immigrants, aider les gens à remplir des formulaires gouvernementaux. Elle te disait que c'était du bénévolat. C'était du bénévolat. Sam, mais du bénévolat qui payait. Elle ne prenait pas d'argent pour aider les gens, mais elle les laissait payer pour que mes enfants aillent à l'école au Portugal. Femme très intelligente, ta Béatrice. Ce soir-là, j'ai raconté à Zoé le programme de bourse secret de sa grand-mère. Elle a écouté avec l'intensité de quelqu'un recevant une instruction religieuse. Alors mamie n'a pas seulement sauvé la famille d'Anna de la déportation, dit Zoé. Elle a investi dans leur avenir. Pendant 15 ans, confirmai-je. Sofia est médecin maintenant, Miguel est enseignant. Tous deux parce que ta grand-mère a vu du potentiel, là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Zoé resta silencieuse pendant longtemps, regardant la Méditerranée alors qu'elle captait la dernière lumière du jour. Quand elle parla finalement, sa voix portait une nouvelle certitude. « Grand-père, je sais ce que je veux étudier. La littérature portugaise, devinai-je. Le droit international, dit-elle. Le droit de l'immigration, spécifiquement. Je veux faire ce que mamie a fait, mais à plus grande échelle. Je veux aider les familles à rester ensemble légalement, aider les gens à naviguer dans des systèmes qui sont conçus pour les exclure, aider les communautés à s'intégrer sans perdre leur identité. » Je regardais ma petite fille et vis la vision de Béatrice enfin mise au point. Pas seulement le plan d'évasion, pas seulement la sécurité financière, mais le but. Béatrice nous avait amenés ici non seulement pour nous cacher de l'avidité de notre famille, mais pour montrer à Zoé à quoi ressemblait la générosité quand elle était pratiquée comme un mode de vie plutôt qu'une déduction fiscale. « Il y a un bon programme de droit à Lisbonne, » dit Anna le lendemain quand Zoé lui parla de sa décision. « Sofia connaît les professeurs là-bas. Elle pourrait faire des présentations. Et mon portugais devient assez bon pour les cours universitaires, » ajouta Zoé. J'ai lu des documents juridiques avec le prêtre. Il dit que j'ai un talent naturel pour comprendre le langage complexe. J'observais ma petite fille planifier son avenir avec la confiance de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa vocation, et j'ai compris ce que Béatrice avait construit tout ce temps. Pas seulement la sécurité financière, mais un but moral. Pas seulement une route d'évasion, mais un tremplin. Cette nuit-là, Zoé appela ses parents. J'écoutais depuis la cuisine alors qu'elle expliquait sa décision en français teinté d'accent portugais, sa voix calme et sûre. « J'étudie le droit international à l'université de Lisbonne », leur dit-elle. « Grand-père m'aide à postuler, et la fille d'Anna m'aide à me préparer pour les examens d'entrée. » Je ne pouvais pas entendre leur réponse, mais la réplique de Zoé était claire. « Non, je n'ai pas besoin de votre permission.
Et non, je n'ai pas besoin de votre argent. Mamie s'est occupée de tout. Quand elle raccrocha, elle me trouva dans la cuisine en train de préparer le dîner. Ils ne sont pas contents, dit-elle simplement. Et toi? Elle considéra sérieusement la question, de la façon dont Béatrice lui avait appris à considérer toutes les questions importantes. Je ne suis pas heureuse de la façon dont ils veulent que je sois heureuse, dit-elle finalement. Mais je suis heureuse de la façon dont mamie voulait que je sois heureuse. La façon qui vient de savoir que tu construis quelque chose qui compte. C'était, réalisai-je, la différence entre la famille que nous avions quittée et la famille que nous construisions. L'une mesurait le bonheur par la conformité, l'autre par la contribution. L'une valorisait le confort, l'autre le caractère. Béatrice avait su quel genre de famille Zoé avait besoin pour devenir la personne qu'elle était destinée à être. 6 mois après notre aventure portugaise, mon téléphone sonna avec un appel vidéo d'un numéro que je reconnaissais, mais dont je n'avais pas entendu parler depuis des semaines. Le visage de Catherine apparut sur l'écran et je pouvais voir immédiatement que quelque chose avait changé. Elle semblait fatiguée, mais c'était la fatigue propre de quelqu'un faisant un travail difficile plutôt que la fatigue cassante de quelqu'un l'évitant. « Papa » dit-elle, et sa voix ne portait aucune des nuances défensives auxquelles je m'étais habitué. « Pouvons-nous parler ?» Zoé était à la table de la cuisine, révisant des textes juridiques portugais pour son examen d'entrée à l'université. Elle leva les yeux quand elle entendit la voix de sa mère, mais ne fit pas un geste pour rejoindre la conversation. Fille intelligente, elle avait appris que certaines conversations nécessitent de l'espace pour respirer. « Nous pouvons parler, dis-je. Mais je veux que tu saches d'emblée que je ne rentre pas, et je ne change pas d'avis concernant l'appartement. » « Je sais, » dit rapidement Catherine. « Ce n'est pas pourquoi j'appelle. J'appelle pour m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas le genre où j'explique pourquoi j'avais raison d'avoir tort. » J'ai posé le téléphone sur le comptoir où Zoé et moi pouvions voir l'écran. « Je t'écoute. »« Je vais en thérapie, » commença Catherine. « J'ai commencé juste après votre départ. Au début, j'y allais parce que j'étais en colère contre toi pour m'avoir fait paraître mauvaise devant ma fille. Mais, docteur Martinez, elle a une façon de poser des questions qui te font voir les choses différemment. » Elle fit une pause, se ressaisissant. Elle m'a demandé de retracer quand j'ai cessé de te voir comme mon père et commencé à te voir comme une ressource, quand j'ai cessé de demander ce dont tu avais besoin et commencé à calculer ce que tu pouvais fournir. « Quand cela s'est-il produit ?» demandai-je doucement. « Quand Juliette a rejoint la famille, » dit Catherine, et j'entendis l'honnêteté qui coûte quelque chose à dire. Elle était si confiante en matière de planification financière, de maximisation des actifs, de réflexion stratégique. J'ai commencé à voir notre famille à travers ses yeux, et ses yeux voient tout soit comme une opportunité, soit comme un obstacle. Zoé ferma son livre de texte et se pencha en avant. « Sa maman, tu l'as laissé transformer grand-père en plan de retraite. Je l'ai fait, » admit Catherine, et le simple aveu portait plus de poids que n'importe quelle explication élaborée aurait pu le faire. Et je t'ai laissé devenir une justification pour cela. Chaque fois que nous prenions crédit de l'aide de grand-père, nous t'apprenions que l'amour signifie prendre crédit de la générosité des autres. Je regardais le visage de ma fille sur le petit écran et voyais quelque chose que je n'avais pas vu depuis qu'elle était enfant. Des remords authentiques sans la performance de ceux-ci. « Que veux-tu de moi, Catherine ?» demandai-je. « La permission de te reconquérir, dit-elle. Pas le pardon parce que je ne l'ai pas encore mérité, mais la permission d'essayer. » J'ai regardé Zoé qui a hoché la tête presque imperceptiblement. « À quoi ressemble gagner ?»« L'honnêteté, » dit Catherine. « Avec toi, avec Zoé, avec moi-même, j'ai tout dit à Dr Martinez, à propos de l'argent dont nous avons pris crédit, des menaces de curatelle, de comment nous parlions de toi quand tu n'étais pas là. Elle m'aide à comprendre pourquoi je pensais que c'était acceptable. Et j'apprends qu'être une mère célibataire ne me donne pas le droit d'utiliser mon père comme une banque, qu'être fatiguée ne justifie pas d'être manipulatrice. Qu'être effrayée par mon avenir financier ne signifie pas que j'ai le droit de coloniser le tien. Zoé parla pour la première fois. Et papa et Juliette. L'expression de Catherine se durcit légèrement. Ton père est en colère que son héritage se soit évaporé. Juliette est en colère que son statut social ait pris un coup
quand les voisins ont compris pourquoi vous deux aviez disparu. Ils ne sont pas prêts pour la thérapie. Ils sont encore convaincus qu'ils essayaient d'aider et que vous deux étiez ingrats. Et toi? Je suis reconnaissante que grand-père m'ait suffisamment aimé pour établir des limites, dit Catherine, me regardant directement à travers la caméra. Même quand cela signifiait perdre sa famille, il a choisi la vérité plutôt que la paix. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne égoïste fait. Nous avons parlé pendant une autre heure, soigneusement et honnêtement. Catherine m'a parlé de ses difficultés financières, mais comme une information plutôt que comme une manipulation. Elle a demandé à propos de notre vie au Portugal avec une curiosité authentique plutôt qu'une préoccupation performative. Elle a écouté quand Zoé a décrit ses études sans essayer de rediriger la conversation vers des choix plus pratiques. Quand l'appel s'est terminé, Zoé et moi sommes restés silencieux pendant un moment. Dehors, Anna étendait du linge sur la corde qui reliait sa maison à celle de sa voisine, un rituel quotidien qui parlait de communauté et de continuité. « Penses-tu qu'elle le pense vraiment ?» demanda Zoé. « Je pense qu'elle veut le penser, dis-je. Si elle peut soutenir le travail qu'il faut pour le penser, cela reste à voir. Devrions-nous la laisser visiter ?» J'ai considéré la question attentivement. Quand elle l'aura mérité. Quand elle pourra démontrer qu'elle me voit comme son père, plutôt que comme sa solution aux problèmes financiers. Quand elle pourra passer du temps avec toi sans essayer de te convaincre de rentrer à la maison et d'être la fille qu'ils veulent au lieu de la femme que tu deviens. Zoé hocha la tête pensivement. Mamie avait raison à propos des limites. Ce ne sont pas des murs pour garder les gens dehors. Ce sont des portails qui apprennent aux gens comment entrer correctement. 3 mois plus tard, Catherine appela pour me dire qu'elle avait pris un second emploi pour rembourser l'argent dont elle s'était attribué le mérite de donner à Zoé. 6 mois après cela, elle envoya une lettre qu'elle avait écrite à Zoé, assumant l'entière responsabilité des mensonges qu'ils avaient racontés au sujet de mes contributions financières. « Je veux visiter », dit-elle, lors d'un de nos appels mensuels. Pas pour te convaincre de rentrer à la maison, pas pour vérifier si tu gères correctement ton argent, mais parce que mon père me manque et je veux rencontrer la version de ma fille qui est assez courageuse pour construire sa propre vie. Quand tu seras prête, lui dis-je, le portail sera ouvert. Certaines réconciliations se produisent rapidement dans la chaleur de l'émotion et le soulagement de la résolution. D'autres prennent du temps, construisent une conversation honnête à la fois, une limite respectée à la fois, un choix de prioriser la relation plutôt que la commodité à la fois. Catherine apprenait que l'amour ne consiste pas à obtenir ce que vous voulez des gens. Il s'agit de les aider à devenir ce qu'ils sont destinés à être, même quand cette personne est fâcheusement différente de qui vous pensiez qu'ils devraient être. Béatrice aurait été fière des progrès. Des progrès lents, difficiles et honnêtes vers le genre de famille qui libère au lieu de lier. 1 an après notre arrivée au Portugal, je me tenais dans le jardin derrière notre maison blanche, regardant Zoé pratiquer son portugais avec le petit-fils d'Anna qui était en visite de Lisbonne. La conversation coulait entre les langues comme l'eau trouvant son niveau et je m'émerveillais de la facilité avec laquelle elle existait désormais dans 2 mondes simultanément. Le fonds fiduciaire que Béatrice avait établi arriva à maturité le 20e anniversaire de Zoé, la rendant indépendamment fortunée d'une manière qui n'avait rien à voir avec les attentes de ses parents ou ma charité. 200 000 €, soigneusement investis et augmentés au fil des années, où Béatrice planifiait notre évasion. Assez pour que Zoé puisse fréquenter n'importe quelle université qu'elle choisissait, construire n'importe quelle vie qu'elle envisageait, ne plus jamais avoir à calculer le coût de décevoir quelqu'un qui prétendait l'aimer. Je veux utiliser une partie pour développer le programme d'aide à l'immigration d'Anna, me dit Zoé lorsque les avocats à Lisbonne expliquèrent les termes de son héritage. Mamie aurait aimé ça. Elle avait raison. Béatrice aurait adoré voir sa petite fille choisir la générosité plutôt que la sécurité, le but plutôt que le confort. Catherine avait visité 2 fois maintenant, soigneusement et respectueusement, séjournant dans un petit hôtel du village plutôt que de supposer qu'elle pouvait occuper notre espace. Les conversations étaient encore tendres, encore prudentes, mais elles étaient réelles, d'une manière que nos anciennes dynamiques familiales n'avaient jamais permis.
Elle apprenait à voir Zoé comme une adulte plutôt qu'un projet, apprenait à me voir comme une personne plutôt qu'une ressource. Le mariage de Damien et Juliette n'avait pas survécu à la révélation que leur style de vie avait été subventionné par l'homme qu'ils avaient essayé de mettre au sous-sol. La procédure de divorce était amère et publique, combattue sur des actifs qui n'avaient jamais vraiment appartenu à l'un ou l'autre d'entre eux. Leurs voisins d'Aix-en-Provence avaient le scandale qu'ils attendaient, et Damien et Juliette avaient tous deux appris la dure leçon que la position sociale construite sur de l'argent emprunté s'effondre rapidement lorsque l'emprunt s'arrête. Mais c'était leur histoire à écrire maintenant, leurs conséquences à gérer. Je leur avais enseigné ce que je pouvais sur la dignité et le respect et la différence entre amour et propriété. Qu'ils choisissent d'apprendre ces leçons n'était plus ma responsabilité. Le soir, Zoé et moi nous asseyions sur notre terrasse avec des verres de vin et du fromage portugais, regardant la Méditerranée tenir la dernière lumière du jour. Ces conversations étaient devenues mon cours supérieur en parentalité, m'enseignant des choses que j'aurais aimé comprendre quand mes propres enfants étaient jeunes. La différence entre aider et favoriser la dépendance, lui dis-je un soir, est si ton aide rend quelqu'un plus fort ou plus dépendant. La différence entre amour et contrôle, répondit-elle, est si tu célèbres l'indépendance de quelqu'un ou essaies de l'empêcher. Nous avions tous deux appris la leçon finale de Béatrice, que le plus grand cadeau que vous puissiez donner à quelqu'un est la force de vivre sans vous et la sagesse de choisir d'être avec vous quand même. Alors que les étoiles portugaises apparaissaient au-dessus de nous, je pensais à l'homme que j'étais il y a 1 an, debout dans une cuisine française, pendant que ses enfants mettaient sa dignité aux enchères. Cet homme semblait être un étranger maintenant, quelqu'un que j'avais connu autrefois mais que j'avais dépassé. Béatrice avait su que ce jour viendrait. Elle avait su que parfois la seule façon de sauver une famille est de la quitter, que parfois la seule façon d'enseigner l'amour est de le retenir jusqu'à ce qu'il soit offert librement, que parfois le plus grand acte de foi est de faire confiance aux personnes que vous avez élevées pour qu'elles trouvent leur propre chemin vers les valeurs que vous avez essayé de leur enseigner. Zoé s'endormit en lisant des textes juridiques en portugais, et je l'ai couverte avec la couverture que Béatrice avait apportée de France lors d'une de ses visites secrètes. Demain, elle se réveillerait et continuerait à construire une vie qui lui appartenait entièrement, financée par la prévoyance d'une grand-mère et guidée par des principes qui ne pouvaient être achetés ni vendus. La maison s'installait autour de nous avec le contentement d'un lieu où les gens étaient libres de devenir ce qu'ils étaient destinés à être. Au loin, la mer poursuivait sa conversation éternelle avec le rivage, parlant le langage de la persistance et du changement et du patient travail de façonner la pierre en sable. J'ai pensé à appeler Catherine, à partager ce moment de paix et de possibilité. Au lieu de cela, j'ai décidé d'attendre. Certains cadeaux sont mieux reçus quand ils ne sont pas attendus, quand ils arrivent comme une surprise plutôt qu'une obligation. La dernière lumière s'estompa de la Méditerranée, et je suis rentré pour me préparer à dormir. Demain apporterait de nouveaux mots portugais à apprendre, de nouveaux concepts juridiques pour Zoé à maîtriser, de nouvelles façons de comprendre ce que signifie construire une famille basée sur le choix plutôt que sur les circonstances. Le plan de Béatrice avait parfaitement fonctionné. Elle nous avait donné non seulement la sécurité financière, mais la clarté morale, non seulement un endroit où se cacher, mais une raison d'espérer. En nous apprenant à partir, elle nous avait appris à aimer. En nous libérant, elle nous avait montré comment construire quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. La maison aux murs blancs et volets bleus nous tenait en sécurité à travers une autre nuit, et je me suis endormi au son de la mer, reconnaissant envers la femme qui nous avait suffisamment aimés pour nous préparer à une vie qu'elle ne verrait jamais, mais qu'elle avait rendue possible. La vraie richesse familiale ne se mesure pas en propriété ou en héritage, mais en dignité, respect et la sagesse de connaître la différence entre amour et manipulation. Béatrice Moreau comprenait que parfois le plus grand cadeau que vous puissiez faire à vos proches est la force de se tenir seul quand nécessaire. Elle a enseigné que la sagesse des aînés ne vient pas de l'accommodement au manque de respect, mais de l'établissement de limites qui protègent à la fois votre héritage et le caractère de ceux qui en hériteraient. Le véritable héritage qu'elle a laissé
n'était pas l'argent ou la propriété, mais l'exemple que le respect de soi n'est jamais trop coûteux et l'amour familial ne devrait jamais vous obliger à vous rendre plus petit pour rendre les autres à l'aise. Avant de partir, posez-vous cette question. Les personnes dans votre vie aiment-elles qui vous êtes ou aiment-elles ce que vous pouvez faire pour elles? Si cette histoire vous a inspiré à évaluer vos propres dynamiques familiales, abonnez-vous pour plus d'histoires sur le courage, les limites et la différence entre aider et favoriser la dépendance.